Vous retrouvez le grand témoin présenté par Louis Dauphren. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, sont arrivés en Turquie pour la première rencontre à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Des responsables de Kiev et de Moscou donc se retrouvent à ce niveau. Ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que la Russie a dépêché un ministre pour des discussions sur cette crise. Que peuvent-ils se dire? Qu'est-il permis d'espérer? L'annexion de l'Ukraine est-elle inéluctable ou bien la Russie peut-elle s'enliser au point de mettre en péril le pouvoir de Vladimir Poutine? Ce sont quelques-unes des questions que l'on va se poser et poser à Alexandre Delval, géopolitologue consultant international, qui a publié avec Jacques Sopelsa La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre d'espoir qui s'ouvre aujourd'hui en Turquie? Oui, je pense vraiment qu'il y a une fenêtre d'espoir grâce, bien sûr, à cette rencontre en Turquie, mais surtout à l'intervention du Premier ministre israélien Bennett, qui a réellement une véritable intelligence de négociation. Je m'explique. Quand c'est si grave et que les parties sont si bloquées, on ne doit pas négocier. On doit juste apporter des messages, aller voir les uns et les autres. C'est ce qu'a fait très intelligemment Bennett. Et là, on a un progrès extraordinaire. En quelques jours, Zelensky accepte de revoir l'idée du statut des régions russophones problématiques, Crimée à reconnaître comme russe et Donbass comme statut spécial. Il cède également sur l'OTAN, il l'a déclaré à la BBC. On a vraiment des pas extrêmes. Qu'est-ce qu'il cède sur l'OTAN? Bien, sur l'OTAN, il reconnaît qu'effectivement, il a dit « j'ai révisé ma position ». Parce que, comme vous le savez, c'est une partie du casus belli. Depuis les années 2000. Moi, je me rappelle même à la fin des années 90, déjà, la Russie nous prévenait que l'OTAN serait un casus belli, surtout à partir du pays charnière qu'est l'Ukraine. Et bien sûr aussi la Géorgie. Donc là, il y a de vrais pas. Du côté russe, étonnamment, après avoir dit on va réunir les trois grandes Russies, cette lettre qui a fui, Poutine dit notre but n'est pas d'occuper l'Ukraine, ni même de changer le gouvernement. Ça veut dire que peut-être, alors là je vais donner un espoir de paix, parce qu'on n'entend que des pessimismes, Troisième Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'il est possible que dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, on ait un début de négociation à plus haut niveau, où il sera peut-être question d'une stabilisation de la situation, un cessez-le-feu, et peut-être des négociations réelles, politiques, en vue d'une Ukraine de demain qui appliquerait une sorte d'accord de Minsk 3. Et donc on dirait que les Russes eux-mêmes, peut-être c'est l'effet des sanctions, rabaissent légèrement leurs exigences. On n'est plus au même niveau d'exigence. Il y a quelques semaines, on parlait de faire reculer l'OTAN aux frontières de 97. Maintenant, on dit qu'on ne veut plus changer le gouvernement. Vous voyez, il y a aussi une incohérence dans ce que disent les Russes. Est-ce que ça veut dire, Alexandre Delval, que les Russes ont du mal sur le terrain et qu'ils sont obligés de faire des concessions? Je pense que, une chose, oui, peut-être que Poutine voulait vraiment que ça aille plus vite, mais ça... C'est un peu facile de dire cela. Une guerre contre un grand pays plus grand que la France, ça ne se gagne pas forcément en 2 jours. C'est pas la Corse. Et donc, je pense qu'on va un peu vite en besogne. Mais c'est possible que ça soit moins rapide que ce qu'il le voulait. Mais il y a aussi le fait qu'il a probablement élargi ses exigences au début pour ensuite négocier pour obtenir moins. Vous savez, on demande tout pour à la fin obtenir peu. Et peut-être que ce qu'il veut obtenir, c'est le statut des régions russophones de l'Est et du Sud et la reconnaissance de la Crimée comme russe qui fait problème comme depuis 2014. Auquel cas, la guerre n'aurait servi à rien quand même. Je soutiens que cette guerre n'a servi à rien, qu'elle aurait pu être évitée. Du côté russe, Poutine est devenu autiste, surtout depuis le Covid. Il est dans son bunker, il est complètement enfermé, il est devenu un peu paranoïaque, même beaucoup. Et du côté des Européens... Qu'est-ce qui vous permet de le dire, ça? Parce qu'on sait qu'il est totalement fermé, et ce n'est pas uniquement par rapport à un risque de coup d'État, il ne risque pas grand-chose, il verrouille bien le système, et il vit totalement fermé avec une peur de rencontrer des gens depuis déjà le début du Covid. Il y a eu une sorte d'accélération d'une logique d'enfermement assez étonnante. Il n'écoute pas grand monde, il écoute un cercle restreint qui va dans son sens, et il ne regarde pas les actualités, il ne regarde l'actualité qu'à partir de notes que lui font les personnes qui l'entourent. Donc on a un Poutine effectivement qui a changé, pas devenu fou forcément, parce que ça fait depuis 2007 qu'il prévient l'Occident, je le dis dans le livre La mondialisation dangereuse, ça fait depuis 2007 au moins qu'il avertit l'Occident que ça finira très mal. Il avait même menacé de guerre généralisée à demi-mot devant des dirigeants américains, le fameux congrès de Munich. Donc on sait que c'est quelque chose d'ancien. Il n'est pas devenu fou en 2017. Il s'est radicalisé, il est entouré de gens beaucoup plus durs, Shoigu, son ministre de la Défense, le patriarcat orthodoxe qui met de l'huile sur le feu, qui n'est pas du tout modéré en ce moment, avec des déclarations sur l'Occident satanique, etc. Comment l'expliquez-vous ça ?
Eh bien, je pense que ça s'explique par l'histoire, par ce malentendu que je déplore dans tous mes livres, notamment dans le chapitre où on annonce la guerre Ukraine-Russie. Ça fait depuis au moins les années 98-99. Je me rappelle avoir rencontré avec un général français, le général Lebed. Vous vous rappelez, ce grand général mort russe, dans un accident d'hélicoptère. Voilà, étrangement, et il est mort alors qu'il était présidentiable. C'est quelqu'un et qui était plutôt du clan Helsin. Soi-disant, Helsin, c'était quand même modéré. Il nous a dit, en 1999, au moment où on avait bombardé le Kosovo, la Serbie, il nous disait « ça finira en guerre mondiale si l'Occident continue à nous chatouiller avec cette extension de l'OTAN et cet impérialisme à nos portes et contre nos amis ». Donc la rhétorique, Alexandre Delval, la rhétorique impérialiste que l'Union soviétique développait à loisir. On sait bien que, d'ailleurs, le rideau de fer était présenté comme le mur antifasciste et le mur anti-impérialiste. Cette rhétorique-là, en fait, elle a perduré après la chute du mur et vous la jugez pertinente. Je ne la juge pas pertinente, mais ce que je constate, c'est que on a une organisation qui s'appelle l'OTAN, qui n'est pas une organisation sur les ballons ou les exportations de bananes. C'est une organisation de défense, certes, mais où des missiles sont tournés vers la Russie. Si vous vous mettez du côté russe, forcément, l'extension de l'Union européenne, dont l'organisation de défense est l'OTAN, et l'extension de l'OTAN vers l'Est, est problématique. Et c'est pour ça que d'ailleurs Paul-Marie Couteau, qui est aussi géopolitologue, avait écrit un livre il y a 25 ans, je l'avais jugé très pessimiste, L'Europe vers la guerre. Et je me rappelle que, et c'était dans les fin des années 90, quand il disait, plus l'Europe et l'OTAN iront vers l'Est, plus nous devrons assumer les problèmes des pays de l'Est, qui sont beaucoup plus nationalistes que nous, beaucoup moins culpabilisés dans leur ultra-nationalisme, parce que, ne croyez pas, les Ukrainiens n'ont rien à envier en nationalisme dur aux Russes, sauf qu'ils sont moins forts. Et donc, plus on va vers l'Est, plus on a des problèmes. C'est mathématique. Si vous restez entre l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Benelux, on n'a pas trop de problèmes graves, à part un peu l'islamisme radical. Mais on n'a pas des guerres entre États. Donc, l'extension vers l'Est annonçait une guerre entre des gens que nous voulons intégrer dans notre espace et la Russie. Donc ça voulait dire qu'en fait, l'Union européenne, il ne fallait pas l'étendre à l'Est. C'est clair. Alors vous me direz, c'est facile de le dire maintenant, mais puisque l'on sait que la racine du problème, c'est que, à tort ou à raison, je ne dis pas que les Russes ont raison, mais pour les Russes, l'extension de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est la même chose, puisque l'organisation de défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Donc même quand vous n'êtes pas membre de l'OTAN, quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes un agent de l'OTAN pour les Russes. Et pour les Russes, l'OTAN, c'est une organisation militaire dont les missiles sont tournés vers Moscou. Alors on nous dit, oui, ils vont plutôt, c'est les missiles pour l'Iran, etc. Mais enfin, les Russes ne sont pas fous, et on sait très bien que nos missiles et que l'OTAN a été créé contre la Russie. Donc on pourra trouver peut-être pas une entente, ça va être dur maintenant d'être amis avec les Russes, ils sont chassés de partout, mais on pourra trouver une déconfliction, une entente dans le futur, si on tient compte, ce qu'a dit De Villepin l'autre jour, renforcer les bases de l'OTAN, ça c'est normal, on va maîtriser notre territoire et montrer quand même qu'on ne cède pas. Certes, on n'est pas munichois, mais en même temps, s'impliquer trop dans la belligérance en Ukraine, à mon avis, va accentuer le casus belli. Et donc, les leçons à tirer, il faut un dialogue où on retrouve une possibilité de réorganiser la sécurité européenne de façon à ce que les Russes ne perçoivent pas notre extension toujours plus vers l'Est comme en fait un grignotage de leur empire. En fait, on a deux empires. L'empire cognitif occidental, qui certes est moins territorial, il est plus dans des associations, mais c'est quand même un empire pour les Russes, et l'empire territorial, 19e siècle, des Russes qui, eux, maintenant annexent des territoires, Transnistrie, Abkhazie, ou reconnaissent des territoires, vous connaissez l'histoire, et maintenant au Donbass avec la Crimée. Donc on a un choc de deux empires, certes un qui est plus territorial, l'autre qui est plus associatif, je dirais occidentalo-centré, mais ce sont quand même deux blocs qui doivent avoir un accord de non-nuisance réciproque. C'est ce que demandent les Russes, mais aussi des gens comme De Villepin, comme Védrine, mais mieux. Qui viendra mardi prochain. Qui viendra mardi prochain. Mais je rappelle dans mon livre que le concepteur du containment, vous savez, sous la guerre froide. Rollback containment. Voilà, le fameux containment de George Kennan et le rollback de Foster Dulles, nous en parlons dans ce livre, mais surtout George Kennan. L'homme du containment contre la Russie a dit, à la fin de sa vie, il y a une quinzaine d'années, il a dit « La pire erreur serait l'extension sans fin de l'OTAN, l'exclusion de la Russie de cette organisation et d'institutions internationales. » La main tendue des Russes a été totalement refusée. On a rejeté systématiquement une volonté de s'intégrer dans l'espace occidental. Et le résultat a été ce malentendu qui aujourd'hui, malheureusement, comme l'a dit Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, on est arrivé à un point de non-retour.
mais ce n'est pas forcément définitif. Là, on a des possibilités de déconfliction. Est-ce que l'Europe sera assez sage pour tirer les leçons du passé? On ne pourra construire un avenir que si on tire les leçons de ce passé. Et voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment très urgent de mettre sur la table cette histoire de l'OTAN. C'est peut-être un prétexte pour Poutine, mais ne lui laissons pas ce prétexte. Et de toute façon, l'OTAN n'a pas, c'est ce que je dis dans ce livre, La mondialisation dangereuse, avec Jacques Sopelsa, l'OTAN ne doit pas être une institution qui s'étend indéfiniment partout. On doit renoncer à une forme de mondialisme occidental qui est perçu par beaucoup d'autres civilisations comme le cache-sexe d'un impérialisme. C'est la thèse de ce livre. Alors, Alexandre Delval, est-ce que, justement, à propos de l'OTAN, est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu les choses dans la mesure où on a pu entendre énormément de commentaires, de déplorations, il y a eu des sanctions. Les sanctions, d'ailleurs, servent peut-être à dire qu'on ne fera rien d'autre que des sanctions, oui, puisque personne, à commencer par les États-Unis, ne veut intervenir militairement en Ukraine. Oui. On a vu avec la zone d'exclusion aérienne qui a été refusée que tout est fait pour que le conflit se limite en fait à la zone où il se déroule et qu'il n'implique pas justement les pays de l'OTAN. Oui, précisément. Là-dessus, il y a un accord, oui, je ne sais pas s'il est tacite ou s'il est automatique, mais en tout cas, l'OTAN ne compte pas intervenir au jour où on parle. L'OTAN ne compte pas intervenir, mais en même temps, et ça c'est à mon avis très juste. Alors, comme disait encore une fois De Villepin, c'est très bien de renforcer le flanc de l'OTAN. Hein, nos troupes, d'ailleurs, on pourrait en mettre encore plus. Ça ne sera pas perçu comme une hostilité, parce que c'est notre précaré, que les Russes, d'ailleurs, ont même accepté tacitement depuis des années. L'erreur, c'est qu'on dit qu'on n'est pas belligérant, mais il est question d'envoyer des avions, on ne sait pas vraiment si. Alors la Pologne dit, mais l'Amérique dit, attendez, réfléchissons, comment, on ne sait pas, est-ce que c'est des vieux avions qui ne serviront plus à rien, des vieux MiG, ou est-ce qu'on va envoyer autre chose? Alors on n'envoie pas d'armes, on envoie des armes quand même, on vote 450 millions. Mais est-ce qu'il faut envoyer des armes pour vous? Ben, je pense que non. Non. Je pense que la position de Villepin est la bonne. On renforce le flanc de l'OTAN pour montrer qu'on n'est pas, comme on dit aujourd'hui maintenant, on fait des raccourcis munichois. Donc on renforce l'OTAN, on peut envoyer beaucoup plus de troupes en Pologne, en Roumanie, etc. Mais en même temps, puisqu'on n'est pas belligérant, on ne l'est pas du tout. Soit on est belligérant, soit on ne l'est pas. Si on l'est un tout petit peu, on aura les désavantages de l'être. Et par exemple, les Russes peuvent très bien, contrairement à ce qu'on nous dit, non pas nucléariser Paris, ils ne sont pas fous, ils auraient quelques problèmes ensuite, mais ils peuvent couper les câbles de l'Internet dans les océans, ils sont déjà prêts. Alors oui, ces câbles, effectivement, passent par chez eux. Ça passe par chez eux et il y en a partout dans le monde. Les Américains les contrôlent en grande partie, mais ils peuvent taper aussi des satellites. Ils peuvent taper les satellites. Ils peuvent bloquer l'économie mondiale occidentale qui est fondée en grande partie sur la digitalisation. Ce serait un cataclysme. Et là, c'est 1000 fois pire que la rupture du gaz et du pétrole. Donc, ne croyons pas que, sous prétexte qu'on maîtrise un petit peu les systèmes de paiement internationaux et le soft La Russie n'est power, pas sans armes en face. Elle a des armes absolument dramatiques. Je le répète ici, la Russie peut paralyser l'économie mondiale, sans parler de certaines matières, certains métaux précieux dont on ne peut pas se passer, palladium ou les terres rares chinoises. En plus, il y a un front qui peut s'ouvrir à Taïwan, et beaucoup de stratèges pensent que les Chinois pourraient trouver le moment juste. Donc, je pense que malheureusement, pour ceux qui ont des belles idées, et je comprends les Ukrainiens, quand je fais des émissions avec les Ukrainiens, ils voudraient même qu'on bombarde des avions russes en Ukraine. Zelensky se trouve extrêmement seul, il a passé et ça va être dramatique pour eux et ils doivent se sentir victimes d'une injustice terrible, d'autant qu'on est ambigu. Vous savez, c'est comme la promesse d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est une promesse qu'on a tenue, mais on savait qu'elle était impossible puisque la Turquie occupait. Vous voyez, on adore faire des promesses impossibles. C'est comme maintenant, sous le coup de l'émotion, l'Europe vote un budget pour aider les Ukrainiens. Là, on ne dit pas non à une candidature qui est totalement ubuesque, parce que pour adhérer à l'Union européenne, il faut respecter plein de normes, et pas uniquement ne pas être en guerre. Il faut respecter des normes sur la corruption. L'Ukraine est un des pays les plus corrompus au monde. Il n'a rien à envier à la Russie en termes d'oligarques et de mafia et de trafic d'armes ou d'organes ou de trafic de toutes choses. Tout est toléré en Ukraine. Je voulais vous poser une question justement à ce sujet, Alexandre Delval, parce que vous êtes aussi spécialiste du monde musulman, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Quels sont les liens du régime ukrainien avec la plaque tournante de l'islamisme? Parce qu'on suppose que les armes, enfin c'est ce que j'ai entendu dire, alors je ne voudrais pas que ce soit une fausse information, je voudrais savoir si vous avez des infos là-dessus, que les armes qui sont données à l'Ukraine sont revendues aux islamistes derrière. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors j'ai eu des informations par des amis qui sont dans les milieux du renseignement militaire français et qui me confirment qu'effectivement c'est pas uniquement la presse. Le Nouvel Obs lui-même en a parlé, donc oui, c'est pas la presse pro-russe, mais effectivement il y a des djihadistes qui sont venus de Syrie, ukrainiens ou musulmans de plusieurs pays qui en veulent aux Russes et qui ont été accueillis depuis 2014-2015 assez facilement en Ukraine. On a aussi des djihadistes tchétchènes ou autres
pas que du côté russe, mais aussi du côté ukrainien, des djihadistes tchétchènes anti-russes dans le Caucase qui ont été intégrés dans le bataillon néo-nazi Azov, par exemple, à Mariupol. Et à la faveur de cet accueil assez incroyable, Zelensky a inauguré une politique de laxisme et d'accueil, peut-être l'ennemi de mon ennemi, ça peut être un jour une force combattante. Il y a beaucoup de djihadistes et d'islamistes radicaux en Ukraine, djihadistes ou pas djihadistes, donc toute forme d'islamisme, et dont un certain nombre de trafiquants. Et on sait que certaines armes qu'on va envoyer, légères ou moyennes, vont forcément atterrir dans les mains de certains islamistes radicaux, puisqu'ils sont intégrés dans les bataillons officiels comme celui d'Azov, qui est le plus discuté. C'est le bataillon, vous savez, dirigé par des gens qui viennent de l'extrême droite radicale. Ça a permis à Poutine de faire sa propagande sur la dénazification. Mais vous savez, tout mensonge, souvent, un mensonge intelligemment fait par des pros, souvent il y a un peu de vrai. Et le vrai, il est dans ces bataillons Azov. Et là, on a un trou noir, c'est un pays extrêmement corrompu, c'est un pays où il y a beaucoup de trafic, c'est un pays aussi où il y a beaucoup de pauvreté. Pas que les Ukrainiens, d'ailleurs. Vous savez que pendant la guerre de Tchétchénie, on a des Russes qui vendaient leurs armes aux Tchétchènes, qu'ils combattaient tellement qu'ils étaient pauvres. Et on a le même genre de situation en Ukraine. On a une telle pauvreté qu'il est certain, selon les experts, qu'un certain nombre de nos armes, mais aussi de notre argent qui va être envoyé en Ukraine, va être détourné. Parce que, je le répète, c'est un pays qu'on doit soutenir et on ne va pas taper sur l'ambulance. Mais c'est un pays extrêmement corrompu. C'est pour ça que l'adhésion à l'Union européenne, un fonctionnaire européen qui connaît les procédures rigole. Et en même temps, on dit, Alexandre Delval, que si on avait proposé à l'Ukraine, si on était allé jusqu'au bout du processus ou qu'on avait ouvert la porte en 2008, c'était l'année, me semble-t-il, où les choses avaient été envisagées, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui si on avait intelligemment anticipé cette possibilité d'adhésion. Alors je pense que ce serait pire. Là, on aurait... C'est vrai ? Ah oui, parce que l'Ukraine est un casus belli qu'on appelle total, plein, avec la Russie. Que l'Ukraine soit dans l'Union européenne ou pas, avec l'OTAN ou pas, c'est un casus belli. Mais pourquoi ne pas diviser le pays en deux ? Pourquoi ne pas le partager ? C'est une piste de sortie qui est considérée inacceptable pour l'instant pour les Occidentaux, et pourtant on l'a fait en ex-Yougoslavie, sur la Bosnie, Bien et sûr. on l'a fait sur le Kosovo. Exactement. Je pense que vous avez fait allusion, j'en parlais avec un stratège, un ancien du SGDN, et il disait c'est tabou, c'est choquant, et je comprends qu'un Ukrainien même trouve ça horrible, munichois, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, le principe de réalité nous oblige à ne pas exclure cette option. D'ailleurs, Zelensky, finalement, il va un petit peu, puisqu'il dit je reconnais que je révise mon jugement sur le Donbass et la Crimée. Où mettriez-vous Kiev, vous mettriez Kiev à l'ouest ou à l'est? Alors Kiev, si on devait faire une ligne de partage. Kiev, c'est particulier. Il y a beaucoup de russophones. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a ce fameux couvre-feu qui promet une balle à tout russe ou russophone ou pro-russe suspect de se balader pendant le couvre-feu, parce qu'ils ont très peur du fait qu'il y a beaucoup de russophones pro-ukrainiens, mais il y a aussi des russophones pro-russes, y compris à Kiev. Et à Kiev, on parle plus russe qu'ukrainien. Alors ça ne veut rien dire, parce que Poutine, la grande erreur qu'il a faite, c'est qu'il a cru que tous les russophones étaient pro-russes. Mais tout de même, Kiev est une sorte d'enclave en milieu ouest ukrainien. Le nationalisme ukrainien, il vient plus à l'ouest Mais on pourrait faire, Alexandre Delval, on pourrait imaginer très bien une Ukraine sur le mode de la Belgique. C'est-à-dire qu'une ville comme Bruxelles, qui soit Bruxelles capitale, une Bruxelles un peu neutre, ou Jérusalem, d'une certaine façon, deux statuts comparables, avec la Wallonie puis la Flandre. J'exagère un petit peu, je caricature. C'est intéressant. Vous avez, je pense que, comme vous l'indiquez, il va falloir être imaginatif. On a un contentieux avec un pays qui a 6500 têtes nucléaires. On ne rigole pas. On a affaire à quelqu'un qui est de plus en plus autiste, qui est de plus en plus entouré des durs, des militaires, de moins en moins influents. Vous savez, on a voulu sanctionner tous ces oligarques. Ils ne comptent plus. Il y a longtemps que Poutine considère les oligarques comme des pourris qui, un jour ou l'autre, devront aller en prison s'ils ne donnent pas des gages de bonne conduite. Il est entouré aujourd'hui de militaires et d'ultranationalistes néo-tsaristes comme Alexandre Douguine. Il l'entoure pas directement, mais qui l'influence de plus en plus, les partisans d'une sorte de grande Russie. Donc, on a affaire à quelque chose de lourd. Et je répète, si on avait intégré l'Ukraine dans un processus otanien ou Union européenne, le contentieux ne serait plus indirect. Là, on a un contentieux indirect avec les Russes. C'est nous qui les avons sanctionnés. Mais au début, ils auraient même beaucoup aimé que nous ne nous en mêlions pas. On n'aurait pas eu de problème. Alors, attention, je ne dis pas qu'il fallait rien faire. Mais on a un contentieux direct. Si l'Ukraine était dans notre espace institutionnel, on aurait un contentieux direct avec la Russie serait aujourd'hui notre ennemi. Et là, nos navires et nos dispositifs et nos institutions, voire des territoires, pourraient être visés directement par les Russes. On peut se prévaloir du fait que l'Ukraine n'est pas dans l'espace
de souveraineté européenne. Heureusement que l'Ukraine n'est pas dans cet espace européen ou otanien, parce que, je le répète, nous serions en guerre directe avec la Russie. Est-ce que tous ces Européens vont en guerre et qui veulent bombarder certains, j'ai vu dans une émission l'autre jour, il faut bombarder les avions russes en Ukraine, est-ce qu'ils ont mesuré c'est bien d'être en guerre, mais est-ce qu'ils sont prêts à aller en guerre contre la Russie? Est-ce qu'ils sont prêts à risquer qu'ils sont prêts à risquer une guerre, pas forcément la Troisième Guerre mondiale, mais une guerre de haute intensité avec la Russie? Donc je pense que le principe de réalité nous oblige à être inventifs. Un statut comme Bruxelles, ou comme vous dites, Bruxelles, effectivement, c'est ni les Flandres, ni la Wallonie, c'est intermédiaire, Jérusalem-Est. On a plein d'inventivité. Vous savez, les diplomates sont très forts pour dialoguer. C'est quand même la défaite alors des qu'il n'y a diplomates. pas de dialogue possible. Oui. C'est quand même la défaite des diplomates par rapport aux militaires. Alors, pour une raison que j'explique dans ce livre avec Jacques Sopelsa, dans La mondialisation dangereuse, l'Occident est prisonnier de cet impérialisme cognitif. Vous savez, ce mondialisme idéologique qui est une lecture en fait idéaliste de la mondialisation. Cet Occident qui pense que tout le monde forcément est sur son registre. Vous savez, comme Macron, qui est très bien intentionné, je suis sûr qu'il est sincère. Première fois qu'il est allé en Égypte, il a dit au président égyptien, est-ce que la situation des LGBT va s'améliorer bientôt en Égypte? Vous vous rendez compte le choc idéologique et le président égyptien qui reste quelques secondes sans voix et qui répond ensuite. C'est Jean Dujardin. C'est pas Emmanuel Macron, c'est Jean Dujardin. C'est un peu la même. Oui, voilà, c'est un choc cognitif et qui lui répond. Vous savez, en Égypte, on a plutôt d'autres préoccupations, notamment nourrir les Égyptiens. Eh bien, on est un peu comme ça, l'Occident. On a peut-être des belles intentions, mais on ne comprend pas que le reste du monde se fiche totalement de nos valeurs dans le meilleur des cas et dans beaucoup de cas considère nos valeurs comme nocives. Le monde islamique, l'Afrique. Et la Russie, sans parler de l'Inde, de M. Modi, qui est un intégriste hindouiste, déteste ces valeurs libertaires occidentales qui sont considérées comme dangereuses. Et c'est l'une des parties du problème. Poutine craint l'occidentalisation de l'Ukraine parce que ce serait à ses portes un exemple d'une société qui va diluer la sienne et qui va bien sûr menacer son pouvoir son modèle de société. On pourrait arguer, Alexandre Delval, que plus on abandonne les vraies valeurs, hein, je mets des guillemets, mais plus on abandonne les vraies valeurs, plus on renforce en fait les régimes autoritaires type Vladimir Poutine. Moi, je dirais que par contraste. Je suis d'accord avec vous, mais je dirais que Poutine, on l'a en partie fabriqué. Il faut savoir que la façon dont la Russie, qui a quand même subi un traumatisme territorial, impérial, politique, énorme, géopolitique, avec un écroulement terrible. Vous savez, dans les années 90, la Russie, c'était des bandits qui se partageaient l'État, qui était divisé, il allait presque être dépecé, et des gens qui étaient tous très liés aux États-Unis. La Russie vient de très loin, on n'a pas su saisir cette main tendue. On les a humiliés, rejetés de tout, alors que, vous vous rendez compte, Poutine, il a commencé, non pas au KGB, ça c'était administratif, mais sa première carrière politique, c'était avec le clan des libéraux de Saint-Pétersbourg. On ne le dit jamais dans la presse. Anatoly Sobchak, je le raconte dans ce livre, le clan des libéraux. Il a été libéral, pro-occidental, pro-européen et même pro-atlantiste. Il a même offert des bases en Eurasie pour lutter contre les talibans en Afghanistan et il était le premier à être solidaire aux Américains en 2001. Un gâchis énorme. Vous me direz, c'est trop tard. Rien de tel qu'un espoir déçu. Absolument. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été notre invité ce matin dans Le Grand Témoin et puis je renvoie à la mondialisation heureuse vers le déclassement de l'Occident avec un point dangereuse, oui, parce que la mondialisation heureuse, c'est justement c'est une riposte à la mondialisation heureuse vers la mondialisation, donc la mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Delval et Jacques Sopelsa, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.